Je crois savoir que vous avez aussi une femme de couleur. Oui. Est-ce que ce n'est pas seulement votre peau qui est noire? Nous devons nous battre contre ce complexe. C'est pas la xénophobie, hein? Non. Nous avons un potentiel en nous. L'Afrique dispose d'un potentiel. Nous sommes capables de beaucoup de choses. J'ai confiance à l'Afrique. J'ai confiance aux Africains. Ouais. Ce sont des gens brillants. Brillant. On ne donne pas la possibilité aux Africains de s'exprimer. Ils ont des talents. Partout où je passe là, les médecins camerounais, là-bas camerounais, là-bas camerounais, mais partout. Les meilleurs. Les meilleurs. Les boursiers camerounais. Achille Mbembe. Oui. C'est un roi ici. Est-ce que les Camerounais savent même qu'on a changé les lois de bourse à l'université de Johannesburg parce que les Camerounais étaient que les premiers? Oui. On a dit que les premiers devaient avoir de telles bourses. On s'est rendu compte que ce n'était que les Camerounais qui étaient des premiers. Achille Mbembe ici est un dieu. Oui. Quand il arrive au Cameroun, on fait comme s'il n'existait même pas. On dit qu'on n'est pas professionnel. Mais comment? Celui-là, c'est un dieu. Il a la tête. Je dis que vous regardez ce qui se passe à l'université. Et on le considère pas sur lui. Ils sont brillants. Les Camerounais sont partout ici, là, dans des hauts rangs. Ouais. Des génies. Est-ce que le leadership camerounais connaît ça? Je ne sais pas. Le problème, c'est est-ce qu'on fait l'inventaire de ce que nous avons comme potentiel à l'extérieur? Non. On regarde toujours ça en termes de compétition. La seule clé, c'est la double nationalité. Donc la double nationalité au Cameroun. Ici, la pension, chaque 2 ans, elle augmente. Voilà. Et nous sommes toujours en Afrique. Pourquoi? Chez nous, le coût de la vie m'augmente. C'est ça que la double nationalité, non. Il faut l'accepter. La diaspora demande la double nationalité au Cameroun. Ici, il est strictement interdit de mettre sur le marché un œuf sans dire à quelle date l'œuf a été pondu et à quelle date cet œuf doit être retiré du marché. Wow. Étant professionnel de l'agriculture et de l'élevage, vous travaillez en collaboration avec les éleveurs sud-africains et les agriculteurs. Je suis Mbida Pierre. Mbida Pierre. Oui, au Cameroun, j'ai travaillé beaucoup plus dans le cacao, ouais. Un peu dans le palmier à huile. Je travaille aussi avec les paysans. D'accord. Dans l'encadrement des paysans. Et je me suis retrouvé brutalement en Afrique du Sud par un canal aussi agricole. Diaspora africaine, Fokumeria, c'est votre chaîne. Installez-vous confortablement pour la longue conversation avec le doyen, le patriarche camerounais, Monsieur Mbida Pierre. Nous sommes à Johannesburg, Afrique du Sud, le pays de Mandela. Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm here in Johannesburg. I'll be taking you to one of the elder of the community, one of the elder of Cameroon community. Be with me till the end of the video. Let's go and share the wisdom of this elder. Bonsoir le père. Bonsoir beaucoup. C'est un grand plaisir de me retrouver devant votre jardin. Aujourd'hui, je me suis précipité de vous poser quelques questions. Oui. Voilà. Je veux déjà dire que ça fait près de 2 décennies que vous êtes en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez vous présenter à mon audience? Je suis arrivé ici. J'avais beaucoup de... Disons, j'avais beaucoup, je peux appeler ça beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Tellement les médias nous ont présenté cette Afrique du Sud de l'apartheid, cette Afrique blanche, cette Afrique noire, des combats. Mais j'ai été un peu surpris que ce n'était vraiment pas ce que les médias nous présentaient. Ouais. C'est un pays bien accueillant. Certes, il y a parfois quelques incidents liés à ce qu'on appelle souvent la xénophobie, mais ce n'est pas tellement ça. Il y a des problèmes autres. Je suis arrivé en Afrique du Sud. J'ai été beaucoup surpris par l'accueil des Blancs d'abord. L'accueil des Blancs. Oui. Est-ce que ce n'était pas parce que vous êtes dans un quartier résidentiel de Blancs? C'est pas ça qui était disons, oui, ça peut avoir ça. Mais vous savez, lorsque vous venez, la première question, vous sortez d'où? Dès que vous dites Cameroun, mais vous êtes surpris que quelqu'un en train de fouiller,
où se trouve le Cameroun. Mais tu te demandes, mais nous sommes en Afrique. Est-ce que ces gens-là connaissent même la géographie? Comment quelqu'un qui est dans un continent africain ne connaît pas le Cameroun? Nous sommes obligés le pays de Roger Mila. Je dis que le pays de Roger Mila. Ah oui, le pays de Roger Mila. Et ton fils. Et ton fils, j'ai dit oui, c'est dans ce pays-là. Voilà. Il me dit c'est encore où nous sommes à côté de la carte. Et je suis en train de lui dire où se trouve le Cameroun. J'ai travaillé beaucoup plus dans le cacao, un peu dans le palmier à huile. Je travaillais aussi avec les paysans. D'accord. Dans l'encadrement des paysans. Et je me suis retrouvé brutalement en Afrique du Sud par un canal aussi agricole. Comment ça brutalement? Je ne m'attendais pas. Oh, d'accord. Je n'avais jamais rêvé venir en Afrique du Sud. Mais pourtant, vous étiez au Cameroun avec votre femme, votre épouse. Oui. Et votre épouse est sud-africaine? Oui, elle est sud-africaine. Vous vous êtes marié au Cameroun? Non, nous nous sommes mariés ici. Oh, d'accord. Alors, j'arrive en Afrique du Sud. Je rencontre des agriculteurs, je rencontre des gens qui veulent investir dans le tournesol au Cameroun. Nous devions être, je peux dire, on devait être le top des entreprises agro-industrielles après la CDC, avant la CDC, parce que les Sud-Africains étaient prêts à faire du tournesol et du maïs. Mais je vous assure que le Cameroun, c'est le Cameroun. Si le gouvernement le gouvernement camerounais ne nous a pas fait, nous a rendu la tâche très, très difficile et compliquée. C'est pour ça que les Sud-Africains ils étaient fatigués de faire des allées et venues, aller-retour, sans résultat. Est-ce que ça veut dire que vous êtes venu au Cameroun avec un projet? Ah oui. Vous n'avez pas eu peut-être l'accès au gouvernement ou bien le support du gouvernement? Je ne comprends pas. Oui, disons que... Soyez un peu plus clair. Oui, je veux dire que le gouvernement a fait semblant de nous soutenir, mais c'est chaque ministre qui demande ceci, c'est chaque directeur qui veut ça, c'est l'autre qui veut ceci, c'est l'autre qui veut 10%, c'est l'autre qui veut 5%. Finalement, on s'est demandé, mais... Et nos partenaires ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter cet environnement. Et vraiment, c'était une belle épreuve parce que si on avait fait venir le matériel, à savoir le matériel agricole, les machines, ainsi de suite, ça devait être terrible. Les terres, le gouvernement nous avait promis des terres du côté de l'est du Cameroun et une partie au niveau du centre. Vous dites le gouvernement? Oui, puisque nous avons demandé. Il y avait déjà les terres, mais qu'est-ce qui a bloqué le projet? Je ne peux pas entrer trop dans les détails. Parce que vous savez, au Cameroun, dès que tu entres dans les détails, on vous met dans la liste noire. Ok, d'accord. Retenez seulement qu'ils ne nous ont pas rendu la tâche facile. Cette histoire de demander l'argent à gauche, droite, quelqu'un pour signer un papier, dit si tu n'en pas ceci, rien n'avance. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les Sud-Africains ont abandonné le projet. Wow. Donc, à partir de là, ils m'ont demandé, viens au moins rester quelque temps avec nous en Afrique du Sud. Je pensais que c'était pour quelques mois. Finalement, vous êtes resté. Finalement, je suis resté. Voilà. Et maintenant, je pars de temps en temps dans plusieurs fermes, dans des grandes exploitations. Oui. Je pars faire des tours, des stages, pour mieux comprendre l'agriculture. Parce que entre nous, en dehors de la CDC, je ne pense pas qu'il y a une autre entreprise agricole percutante. Vous êtes rentré en Afrique du Sud brutalement et vous y êtes resté pendant plus de 15 ans. Wow. Et vous avez finalement épousé leur... comment je suis déjà leur beau-frère. L'agriculture sud-africaine est tellement avancée. Tellement avancée. La mécanisation d'abord. Quand je dis mécanisation, ils ont un outillage assez performant. Puisque dans certaines zones, j'ai été par exemple à Nampo, où le propriétaire de 2 tracteurs pilote 2 tracteurs étant dans son bureau. 2 tracteurs étant dans son bureau. Par une technologie digitale. Oui, il y a plusieurs niveaux d'agriculture que je ne peux pas citer tous les niveaux d'agriculture, mais je vais citer quelques-uns. Oui. L'agriculture de subsistance. Est-ce que c'est celle-là qu'on nous pratique au Cameroun? C'est celle que nos grands-parents pratiquent. Derrière la maison. Oui, derrière la maison. L'agriculture semi-commerciale, on la cadre sur 20 hectares.
À partir de 20 hectares, vous êtes considéré comme semi-commercial. Ouais. Maintenant, l'agriculture commerciale. Mais après l'agriculture commerciale, il y a la semi-agro-industrielle et il y a l'agro-industrielle proprement dite. Est-ce que déjà au Cameroun, on a l'agriculture industrielle? On a Oui. semi, on a traditionnel? Oui. Même commercial, il y a très peu d'agriculture commerciale. Quand je dis commercial, je veux bien m'expliquer. Quand on parle de commercial. Voilà. C'est pas cultivé à les vendre? Non. La différence est la suivante. Un agriculteur, avant de produire, a déjà la commande. Il a déjà la commande dans sa poche. Il sait déjà à qui il va vendre. Et peut-être même, celui à qui il va vendre lui a déjà donné une partie d'argent. De l'argent. Quand tu produis, tu connais combien de tonnes ton client a besoin. Ce n'est pas comme... c'est pas que tu vas planter. Tu produis, tu te mets tu récoltes tu même. te mets à chercher le client qui viendra acheter. On va acheter combien? Non, j'ai 50 francs. Non. Ou alors tu peux au marché, ça non, vous mettez à discuter. Non, enlève-moi 10 francs. Non, j'ai seulement 25 francs. Voilà. Non, il n'y a pas ça, non. Voilà. Les prix sont fixés à l'avance. Est-ce que vous voulez nous dire qu'au Cameroun, on a un problème de vente? Oui. Un agriculteur au Cameroun, pour que l'agriculteur camerounais puisse vivre, il faut que le client, il ait dans sa poche la commande du client. À savoir, j'ai besoin de 10 tonnes de maïs. Tu as la commande dans ta poche, tu vas produire 10 tonnes. Parce que tu vas produire nécessairement 12 tonnes, mais tu dois livrer les 10 tonnes à ton client. Et ça, c'est pareil pour les éleveurs? Mais pareil pour les éleveurs. Ils ont purchase order. Ils ont ça à l'avance. Ils ont des commandes à l'avance. Or, quand on parle du marché, c'est le producteur, le client, l'acheteur et le prix. Mais quand tu n'as pas de prix, c'est pas la spéculation où tu arrives au marché Mokolo. Il y a un sac à 15 000. Vous vous mettez d'abord à discuter. Non, c'est beaucoup. Non, enlève-moi tant. Non. Puisque tu as déjà calculé le prix de tes machines, les gens à qui tu payes les intrants, tu as déjà tout calculé. Bon, déjà, et le prix est fixé. Déjà, voilà. On a semi-commercial. Après semi-commercial, on a commercial. Après commercial, on a semi-industriel. Après semi-industriel, on a industriel. Après industriel, on a agro-industriel. Wow. Est-ce qu'au Cameroun, on a semi-industriel? On a semi-industriel, on a industriel? Oui, on a par exemple, c'est pour ça que je citais parfois la CDC. La CDC est quand même... ils ont du temps. Ils ont de l'expertise. Il est bien vrai que ça clenche un peu, mais la CDC est un modèle. C'est pour ça qu'ils ont tenu pendant des années. Je vais vous donner un exemple. Stellenbosch est une zone où on fait de la vigne et de la transformation du vin. Ils sont à 345 ans. Imaginez une entreprise agricole qui a 345 ans. Wow. 3 siècles. Et demi. Est-ce que la CDC a eu... Non, la CDC a au moins un siècle. Un siècle? Oui. Au Cameroun? Au Cameroun, la CDC. On a quand même des références au Cameroun. Oui, la CDC a... Mais c'est seulement que le passage de la gestion a fait que l'entreprise n'a pas pu évoluer en surface. Et il n'y a pas eu une très bonne entente entre les populations et la CDC lors de la privatisation. C'est pour ça que la privatisation a été très difficile au niveau de la CDC parce que les paysans ont dit non. Quand c'était tenu par les autres, on avait quand même quelque chose. Maintenant, si vous parlez de privatisation, nous devons entrer comme des actionnaires parce que c'est nous qui avions cédé les terres à la CDC. Quels seront les 3 premiers conseils que vous pouvez donner aux agriculteurs camerounais? Les agriculteurs camerounais, la première des choses que je demanderais, c'est de changer la taille de nos entreprises agricoles. La taille de nos entreprises agricoles sont tellement petites que ça ne peut pas supporter d'abord le marché local. Deuxièmement, à l'export. Pour entrer dans l'industrie d'exportation, il faut obéir aux commandes. Parce que tu as une commande,
il faut la livrer à temps. La taille, le prix. Le prix? Parce qu'il faut négocier avec des gens qui achètent à l'avance ton produit. Oui, avant la production. Avant la production. Et le troisième? Le troisième serait une organisation, parce que nous ne sommes pas organisés. Organisé. Oui, Est-ce que la Ici, par taille, exemple, est-ce que la taille, le prix et l'organisation ne devraient pas être accompagnés par le gouvernement? Non. Je pense non. Le gouvernement ne connaît pas faire le business. Il doit y avoir un dialogue entre agriculteurs. Il faut que les agriculteurs s'asseyent et dialoguent entre eux. L'État ne peut que les accompagner, mais l'État ne connaît rien du business. Vous avez vu le cas Mideviv. Mideviv prenait les produits auprès des paysans au kilo et revendait la même marchandise aux consommateurs au kilo. Ça veut dire qu'il y avait un prix, il y avait la production, un prix et un consommateur. Mais maintenant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit je te vends mon macabo au kilo, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas une mesure, il n'y a pas la mesure. C'est celle qui te vend, qui dit que j'enlève. Ils ne peuvent même pas enlever même 2 macabos en haut et te mettre, il dit que non, donne-moi pour 50 francs, donne-moi pour... Non, c'est pas un marché. Quelqu'un disait que tu prends un noyau d'avocat, tu le jettes par terre, 3 ans plus tard, on a l'arbre d'avocat. Ouais, un avocatier. Un avocatier. Oui. Voilà. Avec des terres aussi fertiles et que les jeunes qui représentent en fait l'avenir du pays se laissent emporter par l'influence du moto-taxi. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas des facteurs à réguler au Cameroun? C'est une question très difficile que vous me posez là. Parce que Votre point de vue. Oui, oui, oui. Nous avons un peu parlé du moto-taxi. La profession de moto-taxi au Cameroun, si je crois que certaines personnes disent que c'est le métier qui emploie le plus de personnes au Cameroun à l'heure actuelle. Et ça paye aussi, hein? Oui, le transport paye. Mais je peux vous dire que le transport au Cameroun coûte plus cher que dans tout autre pays. Le transport des hommes et des biens coûte cher. Et c'est un des facteurs... je demandais si ce n'est pas le gouvernement qui devait réguler ça. Oui, oui, même à ce niveau-là, oui, mais... entre nous, il n'y a pas de route. Comment les encourager d'aller cultiver la terre? Oui, justement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. La taille de nos entreprises ne permet pas à un jeune de la ville à se jeter à faire le choix entre le moto-taxi et l'agriculture. Si tu veux, si un moto-taximan peut avoir 4 millions par an, 10 hectares de maïs peuvent lui donner 12 millions. En un an. En un an. Ça c'est le plus bas échelle. Je vois ici en Afrique du Sud, on a des rendements de 12 tonnes à l'hectare. Alors qu'au Cameroun, on se bat, on grappille pour avoir 6 tonnes à l'hectare. Mais est-ce que c'est manque d'information? Nous connaissons que l'agriculture, ça donne assez d'argent. Oui. Ça nourrit son homme. Oui, attends. On peut aller de l'état traditionnel à l'industriel. Oui. Juste avec l'agriculture. Oui. Nous avons vu dans d'autres pays, je vais prendre l'exemple du jeune président Traoré qui accompagne les jeunes dans son pays à faire de l'agriculture. Il fait de la subvention aux cultivateurs. Il envoie des tracteurs terrasser, labourer le sol et les jeunes cultivent. Moi, je me pose la question. Est-ce que le gouvernement camerounais ne devrait pas accompagner ces jeunes-là qui sont perdus sur les motos taxis? Ça dépend aussi des lignes politiques de chaque parti et des pays. Je peux vous donner un exemple. Depuis quelques mois qu'on parle des élections au Cameroun, tout le monde ne parle que élection, élection. Mais personne ne nous dit, après élection, on va faire quoi? Il y a des choses pour lesquelles la population adhère. Un programme politique, je peux l'applaudir, mais je n'adhère pas. Au Ghana, par exemple, ils ont ce qu'on appelle les poules agricoles. Un poule agricole a des engins agricoles,
Mais le planteur va aux poules. Il loue les engins. Parce que tu parles de Traoré. Traoré applique ce qui est en train de se passer au Ghana. Tu loues des engins, ils finissent de travailler dans ton espace agricole. Lors de la récolte, on retire une partie des charges liées aux travaux de ton champ, à savoir à la location. Si tu as loué l'engin, tu ne le payes pas cash. Tu peux le payer en partie. Mais le pool vient récupérer leur argent lors de la production. Ça veut dire que vous êtes d'accord que le gouvernement devrait accompagner les agriculteurs. Et je ne peux pas dire aux Camerounais qu'ils devraient parce que ils sont tellement intelligents qu'ils sont tellement occupés d'autres choses que si tu te mets à parler de l'agriculture au Cameroun, tu auras des problèmes. Puisque si je vous parle de ce qui s'est passé dans le cacao, voilà, dans la cacaoculture où j'ai exercé un peu, c'est pas et même du palmier à huile. Il y a de cela quelques années, tout le monde s'était versé dans le palmier à huile. À peine, depuis 15 ans aujourd'hui, les Camerounais vendent des palmeraies. Parce que la palmeraie, la taille de l'entreprise n'a pas permis à celui-là de tenir. Il est obligé de vendre la palmeraie. Et nous importons de l'huile du Gabon. Est-ce que c'est sûr ça? C'est très sûr. Du Gabon? Du Gabon. De l'huile de palme? L'huile de palme. Il nous vient du Gabon. Si j'entre dans les détails, on va me fouetter à l'aéroport. Waouh, ça c'est du nouveau de savoir que le Cameroun importe l'huile de palme depuis le Gabon. La Malaisie est venue apprendre à faire le palmier à huile en Bongo, près de Douala. La Malaisie se trouve au moins avec 7-8 variétés maintenant de palmier à huile, alors que nous on est encore dans une seule variété. Waouh, ça c'est super. Vous êtes arrivé accidentellement en Afrique du Sud. Pourquoi vous êtes resté? Je peux vous dire que je suis resté parce qu'il y avait des opportunités. Je suis resté parce que j'ai senti qu'il fallait apprendre. J'ai 65 ans aujourd'hui. Et vous apprenez toujours? Et ça ne fait pas 7 ans que je suis encore reparti à l'école. Je me souviens tout à l'heure, là, vous êtes en train de me dire que votre épouse vient de s'inscrire. Mais encore reparti à l'université. Ça, c'est super, hein? On s'inscrit encore. Mais ceci n'est pas dans notre coutume. Oui, même je suis... Qu'est-ce qui vous encourage d'aller toujours étudier? Qu'est-ce qui m'encourage toujours d'aller étudier? C'est que lorsque vous arrivez, il faut toujours sentir ses limites. Les choses évoluent et les gens font attention à la santé du consommateur. À la qualité du produit. Et pour produire quelque chose qui répond aux normes, il faut actualiser ses connaissances. C'est pour ça que l'agriculture que nous pratiquons au Cameroun, il faut encore... Quelle a été votre influence, monsieur Mbila? Quelle a été votre influence en Afrique du Sud? Oui. Parce qu'il a fallu que je conduise de la ville de Sibiri, c'est-à-dire du centre de Johannesburg, à plus de 30 minutes pour arriver à votre domicile. Quelle était votre influence? Pourquoi vous ne vivez pas au milieu des autres Camerounais, je dirais d'autres Camerounais lambda que je rencontre tous les jours? Disons que... Quelle est votre influence? Non, je ne peux pas parler d'influence. Je peux vous dire que les milieux blancs sud-africains sont accueillants. Je vais vous raconter... C'est pas la xénophobie? Non, ils sont accueillants. Je vais vous raconter une histoire. Un monsieur me demande d'aller déterrer, transplanter des plantes dans son jardin, d'un milieu à un autre. Cette plante, c'est le sika. Pour déterrer ce sika, comme c'est une plante protégée, il faut avoir l'autorisation de la mairie, l'autorisation des responsables de l'environnement. Et ça doit être filmé. La procédure? Oui.
Mais le monsieur, c'était tellement coûteux d'aller déterrer 3 plantes. D'accord. Alors, j'ai dit au monsieur, n'aie pas peur. Nous, on a l'habitude de faire ça au pays. Ouais. J'ai pris 2 ouvriers avec moi. Nous avons déterré les cycas. À sa grande surprise, les cycas avaient bourgeonné à l'intérieur du sol. Et nous avons multiplié la plante par 3. Oh, c'est une espèce protégée et la dame, sa mère, la maman à ce monsieur, a été étonnée de voir qu'à la prochaine visite, il y avait plus de plantes qu'au début. Et cette plante est difficilement reproductible en Afrique du Sud. Ils se sont demandé, mais comment tu as pu reproduire cette plante? C'est très rare de reproduire cette plante. Et la dame m'a dit, bon, je vais te récompenser. Elle m'a payé les études pour aller apprendre. C'est ça qui t'a influencé. C'est ça qui vous a influencé. Oui, là, vous avez compris qu'il y avait plus d'intérêt à résider avec non. Des personnes de couleur ou comment? Non, disons que c'était un appel. J'ai rendu un service. Et la famille dit non. Le service que tu as rendu là, même te payer là, ce n'est pas grand-chose. On te donne, va encore approfondir. Je crois savoir que vous avez aussi une femme de couleur. Oui. Est-ce que ce n'est pas seulement votre peau qui est noire? Nous devons nous battre contre ce complexe. C'est pas la xénophobie, hein? Non. Nous avons un potentiel en nous. L'Afrique dispose d'un potentiel. Nous sommes capables de beaucoup de choses. J'ai confiance à l'Afrique. J'ai confiance aux Africains. Ouais. Ce sont des gens brillants. Brillants. On ne donne pas la possibilité aux Africains de s'exprimer. Ils ont des talents. Partout où je passe là, les médecins camerounais, là-bas camerounais, là-bas camerounais, mais partout. Les meilleurs. Les meilleurs. Les boursiers camerounais. Achille Mbembe. Oui. C'est un roi ici. Est-ce que les Camerounais savent même qu'on a changé les lois de bourse à l'université de Johannesburg parce que les Camerounais étaient les premiers? Oui. Achille Mbembe ici est un dieu. Oui. Quand il arrive au Cameroun, on fait comme s'il n'existait même pas. On dit qu'on n'est pas professionnel. Mais comment? Celui-là, c'est un dieu. Il a la tête, je dis que vous regardez ce qui se passe à l'université. Et on le considère pas chez lui. Ils sont brillants. Wow. Mais je doute un seul instant que s'ils sont au Cameroun, on va leur accorder cette chance de s'exprimer. Espérons qu'en 2025, le leadership va changer. Oh, nous souhaitons. Mais je dis que les Camerounais sont partout ici, là, dans des hauts rangs. Ouais. Des génies. Est-ce que le leadership camerounais connaît ça? Je ne sais pas. Le problème, c'est, est-ce qu'on fait l'inventaire de ce que nous avons comme potentiel à l'extérieur? Non. On regarde toujours ça en termes de compétition. Donner la double nationalité aux Camerounais de la diaspora? Juste. La seule clé, c'est la double nationalité. Donner la double nationalité aux Camerounais. Et pour que l'Afrique puisse avancer, il faut un secteur privé fort. Il faut même qu'à un moment donné, que l'État devienne même... Comme les États, les gouvernements, là, on réduit ça à une portion congrue. Pourquoi je dis ça? Vous avez 100 francs. Vous payez 10 à 15 francs d'impôts et tout. Il vous reste 85 francs. Les 85 francs restent dans votre poche. L'État ne prend que 15%. Nos États ne vivent pas avec les 85% que nous avons dans la poche. C'est le privé qui a tout le pays. Venons à la double nationalité pour la diaspora. Puisqu'à nos jours, nous constatons que dans les différents pays en Afrique, c'est la diaspora qui relève l'économie. C'est la diaspora qui maintient même l'économie africaine à nos jours. Puisqu'ils sont partis, ils travaillent dans d'autres devises. Ils sont partis, ils ont des connaissances. Maintenant, pour qu'ils reviennent, ils ne se sentent plus camerounais. Non, c'est pas nécessairement... La double nationalité, en quoi ça va nous servir? Ça va nous servir pour plusieurs causes, pour plusieurs raisons. Moi, par exemple, si je tombe malade, on prend soin de moi ici en Afrique du Sud. Avec mon statut. Oui. Mais au Cameroun, je ne peux pas bénéficier des mêmes services
Ouais. Ce qui veut dire, je peux aller au Cameroun. Quand ça ne va pas, quand je suis malade, je reviens ici. Déjà dire que tout retraité en Afrique du Sud bénéficie des soins gratuits. Oui. Et tout retraité en Afrique du a Sud une pension. A une pension et prise en charge, a des petites prises en charge que nous, on n'a pas chez nous. Et on est capable d'avoir ça. Et nous sommes capables de l'avoir. Au simple paludisme. Mais Il me semble qu'au Cameroun, on paye encore pour se traiter du paludisme. déjà même pour avoir même cette petite pension-là. Ici, la pension, chaque 2 ans, elle augmente. Voilà. Et nous sommes toujours en Afrique. Pourquoi, Chez nous, pourquoi le coût de la vie augmente. Le coût de la vie augmente. Savez-vous que les chèvres et les moutons qui sont dans le monde entier ont été apprivoisés pour la toute première fois dans la Damawa, Nord Cameroun. Wow, attendez. Apprivoiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire la chèvre et le mouton sortent de l'état sauvage pour être domestiqués. Pour la première fois. Pour la première fois. En Afrique. En Afrique. Dans le monde, je parle pas dans le monde. Les chèvres et les moutons qui se trouvent à travers le monde ont été apprivoisés pour la toute première fois dans la Damawa, au Cameroun. Au Cameroun. Ça, c'est intéressant. Oui, ceux qui peuvent chercher l'information peuvent venir à l'université de Johannesburg. Trouver l'information au centre de recherche. Attendez. Vous savez, le français est difficile à comprendre. Les chèvres et les moutons, oui, qu'autrefois vivaient à l'état sauvage. Vivaient à l'état sauvage en brousse. Plusieurs années, en fait. Parce que oui. Mon père, je suis pas sûr que mon père a connu la chèvre et le mouton à l'état sauvage. Non. Voilà. Donc, a été domestiqué, retiré de la brousse, oui, amené dans la maison près des hommes pour la première fois. Dans la Damawa. Dans la Damawa. Oui. Au Cameroun. Oui. Vous allez en Argentine, au Brésil, en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, les chèvres et les moutons. Alors que nous-mêmes au Cameroun, l'industrie est faible. On a plus de moutons. Nous avons, mais les gens ne s'intéressent pas. Alors que nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers à avoir sorti la chèvre de l'état sauvage. Waouh! J'aimerais bien vérifier l'information, doyen. À l'université de Johannesburg. J'aimerais bien vérifier l'information. Parce que si c'est le cas, mais le Cameroun devait avoir honte. Nous devons être les leaders. Les leaders. Peut-être même en Afrique. Ouais. Mais ce qui est sûr, j'ai fait le tour un peu de la Damawa récemment, un peu à l'extrême nord. Nous avons des souches les plus recherchées, les souches qu'on retrouve partout. Le Cameroun regorge les souches les plus authentiques dans les chèvres et les moutons. Si le Cameroun a été le premier à montrer aux yeux du monde qu'on peut domestiquer les chèvres et les moutons à la Damawa, je suis sûr et certain que même dans l'agriculture, ils ont représenté le monde quelque part. Oui. Je peux vous parler par exemple le Voanzou. Le Voanzou, c'est ce que nous appelons au Cameroun Matobo. Matobo, ok. Et même le sorgho, parce que la dame qui est chargée de la datation à l'université de Johannesburg m'a parlé aussi de ça. Maintenant, au Cameroun, pour voir même une graine au marché de Voanzou, mais le premier producteur est maintenant le Malawi. Alors qu'on a fait la découverte. Alors que ça part de la Damawa. Du Cameroun encore. Le Matobo, le Voanzou. Le continent. Mais nous n'avons rien sur le marché. Le Cameroun, le continent. Allez sur le marché, quand on vous présente même une tasse de Voanzou, vous n'en verrez pas. Mais le Malawi est devenu un grand producteur. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun à conserver et à rester leader dans différents domaines? Qu'est-ce qui empêche? Mais c'est le leadership. Le leadership politique.
La politique, c'est pas seulement les élections. C'est comment élever le standard de vie des populations en s'appuyant sur ce qu'ils font au quotidien. Nous sommes en 2025 et cette année, il y aura les élections au Cameroun. Vous pensez que ça sera une opportunité pour les Camerounais de changer le leadership? Nous n'avons pas de choix. Il faut que ça change. Nous n'avons pas de choix. Il faut que ça change. Le changement pour certains, c'est de changer le leader. C'est Non. de changer celui-là qu'on estime qu'il est resté longtemps. Non, c'est changer totalement la vision de la nation. C'est donner de nouvelles orientations à la nation. Ouais. La population du Cameroun, c'est la population de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Tchad, de la SCA réunie, plus quelque chose en haut, dont nous devons être assis. Nous devons être assis en Afrique centrale. C'est nous qui devons être assis sur eux. Nous devons être leaders. C'est nous qui devons conduire. Est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui que peut-être le Tchad est assis sur le Cameroun? Ou alors que le Congo? Nous importons l'huile de palme du Gabon. Ou le Gabon? Nous importons l'huile de palme du Gabon. Nous devons donner l'huile de palme au Gabonais. Mais le Gabon ne fait pas 3 millions d'habitants. Oui, mais j'ai dit nous devons donner l'huile de palme aux Gabonais. C'est pas aux Gabonais. Le Gabon ne fait pas 3 millions d'habitants. Oui. Vous allez me faire comprendre que le Gabon qui ne fait pas 3 millions d'habitants nous vend de l'huile. Nous vend de l'huile parce que au Cameroun, notre huile est insuffisante. 30 millions d'habitants. Parce que notre huile est insuffisante. Notre production intérieure est insuffisante. Il y a de cela quelques années, à plus de 25 ans, le palmier à huile a atteint le niveau marginal de production. Il commence à décroître. Or, la majeure partie des plantations au Cameroun sont des plantations vieilles, ayant déjà dépassé 25 ans. Donc, depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de plantation nouvelle. Et ça va décroissant. Et nous ne plantons pas de nouvelles plantations. Il n'y a pas de nouvelles plantations. Donc, il y a un autre problème, c'est aussi les terres agricoles. Les terres agricoles ne sont plus disponibles. Il y a tellement de la cacophonie qui fait que les exploitations agricoles qui doivent prendre... Parce que ça doit être des exploitations moyennes. Ça ne doit pas être de petites... Moins de 20 hectares, tu n'es pas considéré comme planteur. À partir de 20 hectares, on vous considère comme un petit planteur. En dessous de 20 hectares, c'est la culture de subsistance. Ce n'est même pas encore commercial. Puisqu'il y a à moins de 20 hectares, une vente, c'est déjà fini. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Un jeune étudiant qui décide d'étudier l'agriculture en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez conseiller ce dernier d'aller investir au Cameroun ou alors d'aller travailler au Cameroun? Je crois que oui. Pourquoi? Bon, le marché local... Dans un pays où le leader n'est pas bon, le leadership n'est pas bon, l'agriculture n'est pas classifiée, n'est pas organisée, vous l'avez dit, l'agriculture n'est pas industrialisée, vous l'avez dit, l'agriculture est encore trop la subsistance, c'est encore très subsistentiel. Voilà. Nous avons fait un travail avec le CIRAD, Centre international de recherche agronomique pour le développement. Les plantations qui commencent à partir de 30 hectares en montant sont des plantations qui appartiennent à des fonctionnaires. Et un fonctionnaire, je ne peux pas expliquer. Il est capable d'acheter le terrain. Non, je ne peux pas entrer dans les détails. Un fonctionnaire est un fonctionnaire. Sur 10 plantations, les 10 propriétaires ne t'ont pas expliqué comment ils ont investi, comment ils ont créé la plantation, quelle était l'origine des revenus qui les ont permis de créer la plantation. Et comme une remarque, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même les fonctionnaires qui ont les grandes parcelles. Oui, les grandes parcelles agricoles au Cameroun sont tenues par des fonctionnaires. Et la maintenance n'est pas mêle, parce qu'ils ne travaillent pas comme des professionnels. Non, on ne peut pas parler de professionnels. Et maintenant, comment le jeune homme, le jeune étudiant va s'en sortir au Cameroun? Il peut s'en sortir au cas où il fait de l'agriculture, une entreprise. Il fait de l'agriculture, une entreprise. Une entreprise. Parce que si tu fais l'agriculture de manière... comme je parlais de l'agriculture de subsistance, je te disais tout à l'heure qu'avec le CIRAD,
Même les plantations de 1000 hectares au Cameroun ne tiennent pas de comptabilité. Je peux citer, mais je ne sais pas, je peux pas les citer. Oui, et je connais de hauts responsables de la République qui ont des plantations qui atteignent 500 hectares, 600 hectares, 1000 hectares, mais ne tiennent pas de comptabilité. Et c'est exploité. Mais je dis ne tiennent pas. Le problème c'est ne tiennent pas de comptabilité. Comptabilité veut dire input, output. Tu connais ce qui entre et ce qui sort. Et que tu peux aller dans la documentation, lire. Tu peux dire, voici ce qui est entré, voici ce qu'on a investi, et voici ce qui est sorti. Ici, il y a la tenue des documents. Ouais. La tenue des documents est fondamentale. La prévision, elle est faite. Tout le monde sait ce que, pour la saison qui commence, tout le monde est au courant de ce qui sera fait comme opération. Les moyens sont affectés. Tu sais exactement combien on pourra dépenser. Et l'argent ne circule pas entre les mains. Et là, c'est ça qui fait la différence. Attends, l'aspect que j'ai envie aussi de souligner ici, c'est que j'ai constaté que l'agriculture au Cameroun ne respecte que les saisons. Est-ce qu'on pratique l'agriculture de tous les temps au Cameroun aussi? Il y a quelques-uns, mais c'est pas bien, c'est pas organisé. L'irrigation est même très faible chez nous. Parce qu'ici, nous sommes presque à la savane, mais on a tous les produits à toutes saisons. À toutes saisons, ça c'est vrai. C'est à cause du problème d'eau. Mais nous n'avons pas. Nous, on a plus au Cameroun, il y a plus d'eau qu'en Afrique du Sud. Oui, mais regarde nos eaux. Bon, je vais te donner un exemple. Nous avons un petit groupe dialogue entre agriculteurs au Cameroun. Nous avons fait le tour des environs de Yaoundé. Où trouvent-ils les eaux pour arroser? Quand tu prends l'eau d'une Fundi pour arroser les plantes, ça ne tient pas. Pourquoi? La qualité de l'eau est primordiale pour la plante. Est-ce que l'eau de Fundi est salée? Non, elle est impropre à l'agriculture. Wow. Est-ce qu'il faut utiliser de l'eau pure pour faire de l'agriculture? Prenez encore la zone Mokolo en allant vers Kolbison. La zone Melaine en allant vers Biemassi. Il faut aussi tenir compte de la qualité de l'eau. Donc il faut un traitement d'eau. Non, il faut vraiment... on ne peut pas nourrir sainement la population avec des plantes dont le souci sanitaire n'est pas là. Ça veut dire que la qualité d'eau peut affecter les plantes. Ah oui. Et même la santé humaine. Que diriez-vous des personnes qui font des cultures au marécage, utilisent les eaux, nous connaissons d'où ces eaux-là sortent, oui, effectivement, des différents foyers, ouais, mais pas, et on arrose les plantes, les légumes au marécage et on nous vend ça au marché. Non, c'est pas normal pour la santé. Wow. Surtout comme ce sont des légumes. Je ne savais pas. C'est impropre à la santé. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu une dame. Elle avait des moutons. Elle a demandé au propriétaire, au cuisinier du Hilton, est-ce que je peux te donner des moutons? Le monsieur a dit, mais vous savez, les moutons, la nourriture ici est tellement contrôlée qu'il faut connaître exactement l'origine de la nourriture que nous préparons aux clients. Alors la dame se présente avec les documents du vétérinaire qui suit ces moutons. Le monsieur dit, bon, je vais essayer. Elle a fait abattre 5 moutons. Le monsieur dit, je vais essayer. Avant vendredi, le cuisinier du Hilton dit, mais est-ce que vous avez encore des moutons à abattre? Parce que les clients en demandent. Elle était pas... Pourquoi? Parce que le client doit se rassurer que le produit que tu me donnes est de bonne qualité. C'est ça qui fait que
certains produits agricoles produits au Cameroun ne font pas, Pas de suivi. ne sont pas attractifs auprès des clients qui peuvent acheter au bon prix. À cause des suivis. Oui. On doit connaître l'origine de ton produit, comment il est produit, dans quelles conditions il est produit. Monsieur Pierre Vida. Oui. Résumé de telle sorte que le profane que nous sommes, nous comprenons un peu ce qu'il y a à faire et ce qu'on peut encore faire. Je vois une date dessus, 13 février 2025. Ça veut dire quoi, monsieur Vida? Oui, ça veut dire qu'un œuf, quand le producteur le met sur le marché, on doit savoir à quel moment il a mis l'œuf sur le marché, à quel moment cet œuf a été pondu dans sa ferme et combien de temps l'œuf doit mettre sur la place du marché, parce qu'il y a des dates à laquelle l'œuf ne doit plus être vendu sur le marché. Waouh, waouh. Or, Donc l'œuf a en fait la date de péremption. oui, exactement. Ça c'est nouveau pour moi. Hein? Super, super. Donc, je te montre cet exemple pour te dire comment l'agriculture François. sud-africaine est un peu différente de la nôtre. Voilà. Il y a un temps pour lequel un légume doit être posé sur l'étalage. Il y a un temps où la viande doit être posée sur l'étalage, un temps où la viande ne doit plus être là. C'est dans l'élevage de porc, même chose. Partout. Des poulets, même chose. Tout est pro. Le client d'abord. C'est-à-dire la qualité, le contrôle qualité. C'est votre résumé? Oui. Voilà. Pour dire que si nous voulons faire de la bonne production, pensons au client. Sa santé. La santé du client. La santé du client. La vie du client. Ce n'est pas nécessairement d'abord l'argent. Tout ça, il faut une éducation, il faut aller se former. Vraiment, Il faut se faire il faut former. se former. Il faut Pas la traditionnelle, hein. il faut se recycler. Et la formation ne finit pas. Oui. Et si je Non, me non, non, souviens, non, vous êtes toujours en formation. Non, non, je suis toujours en formation. J'apprends toujours. J'apprends toujours. Ça, c'est super. C'est super. Merci pour la conversation, monsieur Vida. Merci, très, très bien. Merci pour la conversation. La pension, autant que le crédit foncier, Oui. on prélève de l'argent dans ton salaire pour aller le mettre quelque part. Et cet argent-là produit de l'argent, Des intérêts. des intérêts. Mais après qu'on te dise que toi, tu ne peux pas bénéficier du crédit foncier. Il faut arriver à la retraite. Toi, ta pension ne change pas depuis des années, alors que ton argent tourne quelque part. Est-ce que cette pension est même payée? Ça se paye même régulièrement? Je n'ai vraiment aucune idée, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais je dis la pension devrait augmenter régulièrement parce que le coût de la vie change également. Et ça produit des intérêts. Et ça produit des intérêts. La pension, ce qu'on a prélevé dans ton salaire, n'est pas parti dormir dans les caisses. C'est aller produire de l'argent. Et tu dois bénéficier de cet argent. C'est ton argent qu'on est en train de fructifier. Est-ce que c'est pas tout ça qui réduit, par exemple, la durée de vie des retraités? Vraiment, c'est pas possible. Est-ce que à cause de ça, à cause de ça, on peut finir par décéder aussitôt? C'est terrible. Mais regarde combien là. Dès que tu prends la retraite au Cameroun, généralement tu vois le niveau de vie baisse à un niveau. Tu deviens dégradé. Tu te dégrades progressivement. Alors qu'ici, mais. Tu vis encore plutôt bien. Si tu as la chance. Si tu as la chance. Les enfants donnent encore des bonus. Oui. Parce qu'ici, tu peux aller à la retraite, même s'il n'y a pas d'enfant, hein, tu vis. Hein. Oui. Tu n'as pas de soucis. Si tout à l'heure, je sens que ma dent ne va pas, non, immédiatement, j'irai là. Et tu as des soins gratuits. J'ai des soins. Mais arriver là-bas, si ce n'est pas l'infirmier qui vole mon médicament quelque part. Merci, monsieur Vida. Merci.